on a des altérations visuelles et on peut soupçonner, il doit y avoir un problème. J'envoie chez les docteurs patients analyser dans le laboratoire pour voir si le médicament est bon ou pas. Dans d'autres cas, on ne le voit pas. Qu'est-ce que sont les forces motrices derrière ces phénomènes des médicaments sous-standard ou falsifiés? D'abord, la complexité du marché globalisé et aussi la complexité de l'approvisionnement national. Aujourd'hui, la majorité des médicaments multisources sont produits un peu partout dans le monde. Et après, ils circulent sur les réseaux internationaux où souvent vous pouvez avoir un médicament qui est fabriqué en moule en Chine. Ça passe en Inde où il est étiqueté et reconditionné par une industrie indienne. Ça passe chez un distributeur indien, chez un distributeur aux îles Maurice, chez un distributeur quelque part ailleurs, il arrive chez vous. C'est très difficile pour une agence de réglementation de suivre tout ce qui se passe sur tous ces réseaux extrêmement complexes, surtout en sachant que dans les pays, il y aura une agence de réglementation responsable de voir ce qui se passe. Dans le passage intermédiaire, il y a des passages qui sont sous la responsabilité des personnes. Et là, il y a des risques, évidemment. Donc, complexité du marché et faiblesse des agences de réglementation. Là, ce n'est pas un secret. L'OMS a mis en marche un système très intéressant pour l'auto-évaluation ou l'évaluation des capacités des agences de réglementation. Et sur base des 9 critères qui sont analysés de façon standardisée. Et donc, il y a une classification des agences de réglementation sur une échelle de 1 à 4. 3, c'est le niveau où une agence est capable de réaliser ses tâches d'une façon satisfaisante. Et une de ces tâches, c'est vérifier la qualité des médicaments. 4, c'est l'excellence. 1 et 2, ce n'est pas encore suffisant. Donc, c'est une très bonne initiative. Par exemple, Acorep est engagé jusqu'à ce moment-là avec la auto-évaluation. C'est un très bon démarche pour la RDC. Mais la réalité est que pour le moment, c'est seulement plus ou moins les 30% des pays membres de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, qui ont un niveau 3 et 4. Donc, dans la majorité des pays à ressources limitées, l'agence de réglementation n'a pas assez de ressources humaines, financières, infrastructures pour être performante. Et être performant, ce n'est pas seulement quelque chose de procédural, c'est vraiment être performant, être sûr qu'on a la capacité de prévenir ou détecter les médicaments de mauvaise qualité. Donc, il y a évidemment, dans la majorité des pays, il y a un risque, même s'il y a des actions en cours de route pour réduire ces risques. Là, j'utilise une diapositive de Bernadette Bourdieu, de l'Organisation mondiale de la santé, pour montrer ce qu'est l'analyse de l'Organisation mondiale de la santé sur les médicaments de mauvaise qualité. Il en liste 3, la mauvaise gouvernance, donc mauvaise pratique d'acquisition, par exemple de matières premières pharmaceutiques, pratique de production inéthique, parfois de la corruption, et administrative pas adaptée. Mais aussi l'accès limité. Et donc là, c'est quelque chose de très important d'un point de vue purement technique. Il faut corriger les problèmes techniques en matière de bonnes ou mauvaises pratiques de fabrication qui amènent à avoir de mauvais produits. Et il faut avoir un système légal qui permet de combattre tout ce qui est de la falsification illégale. Mais il faut en même temps travailler pour garantir l'accès aux patients à des médicaments de bonne qualité. Ceux qui sont un peu plus âgés ici vont bien se rappeler toutes les campagnes, les médicaments de la rue, ça tue. Il y a aussi un serpent
très méchant. Et donc, l'idée, c'était d'éduquer les populations. Il ne faut pas aller acheter les médicaments au petit marché parce que là, la qualité n'est pas assurée. C'est qu'il est tout vrai. Mais si cette famille-là est déjà passée au centre de santé et les médicaments étaient en rupture de stock, ou les médicaments étaient trop chers, ou ils sont passés à la pharmacie et les médicaments étaient trop chers, les personnes seront toujours poussées vers ce médicament de la rue qui tue, qui potentiellement tue. Donc, il faut corriger la mauvaise gouvernance et il faut corriger la faible capacité technique, mais en même temps, il faut aussi travailler sur l'accès. Si j'ai des médicaments de qualité vérifiée, mais ils sont trop chers pour les familles parce qu'ils n'ont pas une couverture sanitaire ou parce qu'en plus ce médicament n'a pas été livré, on n'aura pas éliminé une demande dictée par les besoins. Donc, je pense que le message de l'OMS ici est travailler sur la gouvernance, travailler sur la capacité technique, mais en même temps, travailler sur l'accès aux personnes pour éliminer une demande. Donc, on disait médicaments de qualité inférieure sous standard en anglais et falsifiés, cause différence et même conséquence. On va voir quelques exemples pour être moins ennuyante. Et le plus souvent, on a des problèmes de manque de principes actifs, de sous-dosage de principes actifs, ou du principe actif qui est là dans la bonne quantité mais pas biodisponible. Donc là, ça va se traduire dans une inefficacité thérapeutique ou une efficacité réduite. Malheureusement, ça passe souvent inaperçu. On voit deux exemples pour ça. Là, c'est une revue systématique de la littérature. C'est un groupe de l'Organisation mondiale de la santé. Ils ont regardé la qualité de l'oxytocine disponible dans des pays à ressources limitées. Donc, ils ont vraiment mis ensemble les données de 8 études qui couvraient 15 différents pays. Ils ont trouvé, et c'est frappant, que presque la moitié des échantillons qui ont été analysés, ils étaient sous-dosés, mais sérieusement sous-dosés. Seulement 2 ne comprenaient pas de l'oxytocine du tout. Donc on peut imaginer, bon, pas d'ingrédient actif du tout, là ça doit être une falsification. Mais tous les autres, c'est probablement des sous-standards qui ont quitté les sites de fabrication déjà ayant une mauvaise qualité, qui sont dégradés à cause de mauvaises conditions de stockage et de transport. On n'a pas besoin de rentrer dans les détails, mais ici, souvent ça passe inaperçu. C'est un médicament essentiel pour l'hémorragie postpartum. Et ça ne marche pas, et le docteur va penser ça, cette dent-là, elle ne réagit pas normalement, je dois injecter de plus. Enfin, on ne va pas penser que c'est la cause au médicament. Donc ça donne du stress pour la dame, pour l'équipe médicale, et aussi pour l'administrateur de l'hôpital, parce que ça voudrait dire que pour traiter une personne, vous aurez payé 2 fois le médicament parce qu'il contenait la moitié du principe actif. Conséquences à niveau de la patiente et à niveau de vos finances, mais on ne le remarque pas. Ici, c'est une falsification. J'ai pris cet exemple-là, il y en a beaucoup parce que c'est un antibiotique falsifié qui a été détecté au Cameroun et aussi ici dans la République démocratique du Congo en 2018. Et c'est un produit qui en effet ne contenait pas du principe actif, c'était des fausses étiquettes. On faisait semblant que c'était un produit de Merck et un produit d'un autre producteur hollandais. En effet, c'était des comprimés qui ne contenaient pas du principe actif et l'étiquette était complètement fausse. Là aussi, un patient ne va pas répondre à ce produit, mais probablement la première réaction du médecin traitant, ça va être bon, soit le patient avait déjà commencé à prendre des autres antibiotiques et tout est confus,
ou soit ce n'est pas le bon produit. J'ai choisi un antibiotique auquel les bactéries en question ne répondent pas, et donc on va penser à quelque chose d'autre, et on ne va pas penser à la qualité des médicaments jusqu'à quand il n'y a pas un inspecteur avec un œil un peu aigu qui va dire « Ah, cette étiquette-là n'est pas convaincante ». Mais il y a vraiment un risque que tous ces médicaments sous standard passent inaperçus. Parfois, c'est un autre type de problème de qualité. Parfois, c'est un problème de contamination. Donc, contaminé avec des impurités toxiques, ou pyrogènes, ou produits qui sont stériles ou qui ne sont pas stériles. Là, ça ne devrait pas passer inaperçu. Et c'est un cas très classique. Ici, on a un cas que vous pouvez chercher sur Google, c'est une publication Open Access sur le bulletin de l'Organisation mondiale de la santé. Panama, je prends toujours ce Panama parce que parfois les gens me disent « Ah, il y a des médicaments de mauvaise qualité en Afrique ». Non, il y a des médicaments de mauvaise qualité partout où il y a des problèmes de faiblesse de réglementation. Ce n'est pas du tout seulement l'Afrique. Donc ici, c'était Panama, et aujourd'hui, presque 100 patients qui ont décédé d'une insuffisance rénale aiguë. Et au début, les médecins voyaient qu'il y avait un cluster de décès dans des gens qui n'étaient pas prédisposés à ce type de pathologie. Et ça a pris 3 mois avant d'arriver à confirmer que l'insuffisance rénale aiguë était provoquée par du diéthylène-glycol qui était dans un sirop contre la toux. Donc ce pauvre Jean, il avait l'hypertension, on lui avait prescrit de la énalaprine. Dès que ça donne la toux comme effet secondaire, on lui avait aussi donné un sirop contre la toux. Et c'est celui-là qui les a tués, parce que ça contenait des proportions de diéthylène-glycol bien supérieures à ce qui est permis, qui c'est seulement des traces. Ils n'ont jamais compris si ça venait de la glycérine. C'était un truc très compliqué. C'était une glycérine achetée en Chine, passée par la Chine, passée par un importateur américain, arrivée au Panama. Et personne, pendant toute cette étape, a mené des tests sur la glycérine ou sur le produit final pour évaluer la présence d'éthylène-glycol, qui est quand même un contaminant atomique. Un cas extrême, inattendu. Là, je sais que vous ne pouvez pas lire la diapositive, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif est de montrer toutes les publications qui, avant le cas de Panama, référaient des intoxications massives à cause des produits pharmaceutiques contaminés au diéthylène-glycol. Donc, ce n'était pas du tout une surprise. En principe, les systèmes de réglementation et les fabricants ont dû savoir très bien qu'on peut avoir du diéthylène-glycol si tu as utilisé de la glycérine et qu'il faut tester pour ces contaminants. Ça n'a pas été fait, malgré le fait qu'il y avait beaucoup d'évidence. Et là, c'est la marque de communication. Ceux qui travaillent dans l'agence de réglementation, dans l'industrie, ne lisent pas la publication scientifique. Il faut trouver des façons de communiquer sur ces concepts. Et, en tout cas, tu dis Panama, tout ça, maintenant ça va plus se passer parce que maintenant on est dans le 3e millénium, ça va. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, patient sûrement. Entre octobre 2022 et juin 2023, maintenant, on a eu 6 cas d'intoxication massive avec des centaines de petits enfants qui sont décédés à cause de sirops contaminés avec le diéthylène-glycol. Donc, les premiers, ça a été repéré en Gambie. Donc ici, c'est un des sirops qui ont tué les petits enfants en Gambie, au moins 90 morts. Après, on l'a trouvé en Asie, en Indonésie, et après Ouzbékistan, qui fait partie de la région Europe de l'Organisation mondiale de la santé. Donc du coup, 3 cas massifs dans 3 différentes régions de l'OMS.
Encore 3 en 2023, un cas dans l'Asie du Sud-Est Pacifique, un cas au Cameroun, et maintenant je vous dis le 6e. Vraiment massif. Et là, c'est tout des décès chez des petits enfants de moins de 5 ans. Le cas de la Gambie a été analysé un peu plus dans le détail. Et là, vous voyez énormément d'erreurs parce que l'agence de réglementation a approuvé un produit qui était bien évidemment sous standard, a posteriori, mais aussi un retard dans la réaction. Le premier médecin qui a signalé quelque chose ne va pas chez des petits enfants avec une insuffisance rénale aiguë, c'était en juillet. Le lot du médicament a été retiré en octobre. Quand tu as un risque comme ça, tu n'attends quand même pas d'avoir toute la certitude. Tu retires les lots sur principe de précaution. Donc il y a eu des faiblesses, pas seulement au niveau de l'autorisation en mise sur le marché, mais aussi sur la surveillance et sur la réaction aux premières données de surveillance. Donc l'OMS avait un peu en panique, il a fait un appel à tous les pays membres à renforcer la vigilance contre ce type de problème. Aussi, informer les médecins et les pédiatres, faire attention, surtout un petit enfant avec une insuffisance rénale aiguë, ça peut être des produits. Et donc, renforcer les bonnes pratiques de fabrication, la mise sur le marché, la pharmacovigilance, la surveillance post-marketing et pas traîner dans la réponse. Chaque fois, je pense ici, les programmes de pharmacovigilance du professeur Thomas, ici, le professeur Patient, ici, ils vous disent attends, on a trouvé un lot de médicaments pour lequel il y a un soupçon de mauvaise qualité, d'abord quarantaine. Après, analyse, et si les analyses vont bien, on retire la quarantaine, mais on ne va pas prendre des risques de ce type-là comme on en fait. Et en RDC, comment ça va? Donc là, il y a plusieurs publications qui réfèrent sur des problèmes de qualité sur les médicaments disponibles en RDC. Faites attention, ça ne veut pas dire qu'il suffit que je tire que chez les autres. Il y a aussi des cas, si je prends la République centrafricaine par exemple, il n'y a pratiquement rien sur la qualité des médicaments. Et il n'y a personne qui fait mène des études là-bas. Donc le fait d'avoir des études et d'avoir des cas rapportés, ça démontre qu'il y a un début de réponse. Donc l'absence des données, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Parfois, ça veut juste dire qu'il n'y a pas de la recherche ou qu'il n'y a pas un système de vigilance. Ça n'empêche qu'en RDC, on a quand même plusieurs cas qui ont été identifiés par la recherche. Si vous me donnez la permission, donc maintenant on va prendre un peu je vais présenter un peu plus dans les détails de la recherche dans laquelle on a été nous-mêmes impliqués, et je vais aussi donner la parole au professeur César pour décrire ce qu'ils font pour aider. Donc ici, c'est une étude qui a été menée en collaboration entre l'Institut de médecine tropicale et la direction de la pharmacie dans la RDC, maintenant à Forêt, et publiée en 2018. Donc là, on avait fait une étude cross-sectional pour évaluer la qualité de certains produits à utilisation pédiatrique, voire amoxicilline, artemether, lumefantrine et paracétamol, disponibles sur le marché à Kinshasa, uniquement au niveau des distributeurs à Kinshasa. Donc, on a analysé 417 produits, en partie analysés à Liège, patients à son PhD, et on a vérifié des problèmes à niveau de l'inspection visuelle et à niveau des analyses de laboratoire. À niveau de l'inspection visuelle, il y avait surtout des anomalies dans l'aspect des poudres à reconstituer pour des solutions orales des anticondiviennes pour les enfants. Donc, problème de reconstitution, par exemple.
et des problèmes sur l'étiquetage pratiquement sur tous les médicaments. Il y avait des étiquettes qui n'étaient pas complètes ou sur lesquelles on n'avait pas toute l'information nécessaire à identifier un médicament. Quand on est allé au labo, on a trouvé que, et là c'est beaucoup, que 27% des échantillons n'étaient pas fort conformes aux critères de contenu en principe actif et de biodisponibilité. Et en particulier, plus que la moitié des antipaludiennes étaient sous-dosées en artéméter. Et là, c'est quand même très important. Souvent, le médicament ne marche pas et on accuse les patients. On accuse la maman, oui, elle n'a pas suivi les instructions du médecin. Dans ces cas-là, elle peut bien avoir suivi les instructions du médecin, mais c'est le médicament qui était insuffisant. Donc, pas mal d'informations pour la correcte ici. Et c'était aussi intéressant de voir qu'avec une inspection visuelle, vous ne pouvez pas détecter tous les problèmes. En sous-dosage, vous ne pouvez pas les voir visuellement. Mais souvent, les produits qui ne passaient pas l'inspection visuelle ne passaient pas non plus l'inspection du laboratoire. Donc, ça veut peut-être dire qu'un fabricant qui néglige les bonnes pratiques à niveau de l'étiquetage peut avoir aussi négligé les bonnes pratiques à niveau de la production elle-même. C'est quelque chose quand même intéressant pour les pharmaciens. On a ici une autre étude qui n'est pas encore publiée, mais presque, qu'on a fait avec les collègues de l'hôpital de Kisantu et le professeur Jan Jacobs chez notre institut. C'est une étude microbiologique plus complexe, mais on a regardé aussi la qualité des médicaments disponibles au niveau de l'hôpital pour les petits enfants. Et de nouveau, avec une inspection visuelle, on ne peut pas savoir si le dosage est correct. On a vu par exemple que beaucoup de comprimés n'avaient pas les lignes de fracture. Donc, le moment où tu les splits en deux, tu n'es pas sûr du tout que tu vas avoir la même distribution du principe actif dans les deux moitiés. Plus grave, sur les suspensions orales, souvent, il y avait des erreurs dans les instructions pour la reconstitution. Il manquait des devices pour mesurer de façon exacte les volumes de l'eau. Et donc, on n'a pas pu regarder la qualité intrinsèque des médicaments, mais on a pu voir que les matériels de conditionnement et d'instruction étaient prompts à des erreurs de dosage. Et donc, de nouveau, une thérapie pas correcte. Il y a vraiment mis à côté les stock-out, qui était un problème, mais aussi les formulations étaient souvent pas de bonne qualité, pas adaptées au contexte. Donc là, je pense qu'on montre un peu comment, au niveau de l'université, au niveau de la faculté de pharmacie, on a vraiment une opportunité pour développer des méthodes de triage et de détection des produits suspects pour informer la collecte et le programme des risques éventuels et prendre et corriger. Et les méthodes de l'Université de Kinshasa sont haut niveau et assez sophistiquées, donc je préfère que les responsables et que le président de façon correcte. Ok, merci beaucoup Raphaëla pour ces overviews. Et là, je vais vous présenter donc le fruit d'un partenariat de recherche, un partenariat universitaire entre l'Université de Liège et l'Université de Kinshasa. Ça veut dire, on s'est dit, s'il faut aller dans le sens de la prévention, mais il faut aussi favoriser la détection des médicaments de qualité inférieure et falsifiés. Et c'est dans ce sens-là qu'on s'est lancé dans différents travaux de recherche. Et comme vous pouvez le voir, premièrement, nous avons essayé de comparer les performances qualitatives des différents systèmes utilisés pour la détection de médicaments de qualité inférieure et falsifiés. Et là, c'est souvent le proche infrarouge et le Raman qui est beaucoup plus en plus recommandé. Ensuite, nous les avons appliqués, donc les méthodes développées sur certaines formulations. Et là, vous allez voir un partenariat avec la Pharmakina au Bukavu.
On a développé des modèles pour la quinine et nous avons étendu notre recherche donc à aussi comparer les différentes stratégies pour déployer ces modèles dans les terrains. Donc ce sont des méthodes qui sont développées pour être utilisées sur terrain et c'est là pour une bonne réponse rapide et simple. Donc il faut aussi se rassurer qu'une fois sur terrain, ces équipements fonctionnent très bien et même si le modèle a été développé en Belgique, vous pouvez facilement donc l'implémenter sur terrain, quels que soient les changements de température ou d'humidité relative. Et vous allez voir que pendant la période de Covid-2019, nous avons aussi analysé des cas de chloroquine phosphate qui étaient suspects de falsification. C'était les cas du Cameroun, de la RDC, du Tchad, ainsi de suite. Et là, donc, nous avons remarqué qu'il y avait plusieurs échantillons, donc étiquetés comme étant du chloroquine phosphate, mais qui contenaient soit du paracétamol. Sûrement, les malfrats se disaient, bon, tous ces gens qui se plaignent de Covid, ils ont parfois aussi de fièvre, de maux de tête. Donc, en leur donnant aussi un peu de paracétamol, ils seront quand même ravis. Mais le problème, ce n'est pas seulement le paracétamol qu'on a trouvé là-dedans. Donc, il y a d'autres produits toxiques, tels que des colorants non autorisés, qu'on a pu retrouver. Maintenant, après ces différents travaux de recherche, nous nous sommes dit quand même de proposer un schéma, donc une stratégie de contrôle pour les produits suspects. Et donc là, la stratégie ici proposée, vous allez voir, va être utilisée pour le cas de surveillance post-marketing de médicaments. Et là, nous allons le faire dans 3 phases. La première phase, c'est l'inspection visuelle. Et là, nous pouvons utiliser les checklists d'inspection visuelle que propose l'OMS. On peut faire la vérification des codes barres ou des QR codes. Et cela selon les normes ou les respects du droit de propriété industrielle. Donc, premièrement, nous allons vérifier si le produit est d'abord enregistré ou non enregistré dans le pays où il est censé être commercialisé. Et là, nous pouvons partir lorsqu'il est enregistré, soit tomber sur un produit original, ou soit une copie légale, qu'on appelle générique. Et si ce n'est pas le cas, deux fois, ce sont des copies illégales ou des faux médicaments. À ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, il faut directement activer les systèmes d'alerte, placer les produits en quarantaine, et pour l'inspection visuelle, nous faisons l'effort pour former, que ce soit le personnel médical ou non médical qui interviennent sur la qualité de médicaments ou sur la chaîne d'approvisionnement de médicaments. Comme vous pouvez voir, donc ces différentes phases peuvent être appliquées sur toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement. Et une fois qu'il y a des produits suspects, nous pouvons passer aux méthodes de screening. Les méthodes de screening concernent donc des tests physico-chimiques généraux pour une identification, une détection rapide et simple. Et c'est ainsi qu'on va se focaliser plus sur le mini-lab, des méthodes de microscopie, des tests de pharmacotechnie, mais aussi de la spectroscopie vibrationnelle, donc dans le proche infrarouge, ou le Raman. Et à ce niveau, donc, lorsque nous obtenons des produits suspects, là, il faut carrément le mettre en quarantaine et envoyer les produits au laboratoire pour des méthodes de confirmation. Donc là, nous pouvons faire des analyses beaucoup plus poussées. Et c'est là en respect des normes de qualité et des prescriptions du dossier, des demandes de l'autorisation de mise sur le marché ou des différentes pharmacopées. Donc voilà la stratégie que nous mettons en place ici, dans notre laboratoire d'analyse de médicaments ici à l'Université de Kinshasa. Et en conclusion de ça, donc on va dire, pour les cas de système proche infrarouge ou vibrationnel Raman,
Les critères de sélection de système vont dépendre de la facilité de mise en œuvre. Ça veut dire qu'il nous faut des méthodes simples, rapides, mais non destructives. En plus de cela, il faut que ces méthodes puissent être implémentées facilement sur le terrain. Et là, il nous faut donc des équipements portables à faible coût. Et là, nous avons essayé de faire une comparaison en termes de systèmes. Donc, de ce côté, vous avez le système Poche Infrarouge avec le système de paillasse qui nous coûte environ plus de 100 000 euros. Et le portatif, c'est dans les 2 400 à 2 500 euros. Et le Raman, lui, donc, que ce soit le portatif, il varie entre 17 000 et 60 000 euros. Voilà pourquoi est-ce que nous avons fait donc, les choix et testé ces différents équipements portables Poche Infrarouge et qui marchent très bien. Donc, vous avez vu les résultats publiés dans plusieurs journaux. Et pour finir, je vous dirais qu'il n'y a pas un système idéal pour la détection de médicaments de qualité inférieure et classifiés. Mais les choix du système vont dépendre donc premièrement des objectifs et le coût et la facilité de mise en œuvre. Concernant les objectifs, donc, il faut tenir compte de la prévalence de ce médicament de qualité inférieure et classifié, les niveaux de risque que ce médicament représente, parfois la composition chimique, mais aussi les formes physiques sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Et concernant les coûts et la mise en œuvre donc, de ces méthodes, il faut tenir compte de la formation des utilisateurs. Ici, je vous rappelle que pour les équipements portables Poche Infrarouge, on peut former même des personnels non qualifiés. Ça veut dire qu'on peut les former, que ce soit des douaniers par exemple. Parce qu'au niveau des douanes, nous avons l'entrée de ces médicaments. Les inspecteurs sont aussi, que ce soit de pharmaciens ou non pharmaciens, peuvent être formés à leur utilisation. Mais il faut aussi nous rassurer de la sécurité vis-à-vis de ces équipements, mais aussi la maintenance, parce que des fois nous sommes obligés de maintenir le modèle, mais l'utilisation des fois aussi des supports complémentaires. Vous allez voir qu'il y a des équipements qui marchent avec des smartphones, d'autres avec des tablettes ou des ordinateurs. Donc il faut faire la maintenance de tous ces équipements. Et enfin, pour aboutir à une base de données qu'on pourra partager, que ce soit dans les agences ou les autorités de régulation de différents pays, pour communiquer sur les informations. Donc, partant de ces objectifs, donc, nous avons opté pour des équipements portables, et c'est là qui facilite donc l'implémentation de ces méthodes sur terrain. Et nous travaillons sur les transferts de ces méthodes. Et là, nous collaborons avec plusieurs pays, tels que le Rwanda, le Burkina Faso et le Togo, pour déployer ces méthodes sur terrain. Et à l'interne, nous travaillons aussi avec l'Université de Kisangani, l'Université de Lubumbashi, pour les transferts de ces méthodes. Et enfin, donc, nous allons partager la base de données, que ce soit à la BOREP et à l'inspection donc, de la santé. Donc, je remets la parole à Rafaela pour la suite. Voilà, merci. Je pense qu'il y a vraiment des importantes leçons ici. Déjà, les possibilités et les limites de cette méthodologie, c'est très important que ce type d'instrument soit utilisé par des gens formés et bien conscients des limites. Et donc, c'est vraiment un bon instrument pour la recherche, pour le triage au niveau du terrain des inspecteurs. Ça serait un peu dangereux si c'était donné, par exemple, à des logiciens, je le dis parce que mon mari est un d'eux, donc je peux les critiquer, parce qu'après les non-spécialistes pensaient, oui, je vais utiliser ça pour préqualifier mes fournisseurs. Non, c'est pas ça. Donc ça doit rester
être utilisés par ceux qui ont la capacité de le faire. Et ce qui est vraiment le bon message à donner, c'est de dire voilà, partage de la base de données. On a vu avant, probablement il y a eu des enfants qui sont décédés les 2 dernières années à cause de médicaments de mauvaise qualité, parce que toute formation que quelqu'un avait au niveau des universités, attention, peut avoir des défilés à l'école, ça donne ce type de symptômes. Tout simplement, on n'avait pas à niveau de la direction de la pharmacie en Gambie, par exemple. Donc, cette idée de dire on partage la connaissance, on partage la base de données entre l'université et l'agence de réglementation, c'est vraiment les rôles de tous les deux et la synergie entre tous les deux. La recherche, nous on dit toujours à l'Institut médico-tropical, nous sommes une institution de santé publique. Notre recherche a du sens au moment où il y a une excellence en valeur scientifique et en valeur sociale, social value en anglais. On veut faire une recherche qui, bien sûr, nous permet d'avoir notre PhD et notre visibilité et notre réputation scientifique, mais qui a servi à quelque chose pour améliorer une politique de santé, pour améliorer la supervision de réglementation. Donc, ce partage, c'est vraiment quelque chose d'hyper important comme message aussi aux futurs chercheurs, aux futurs professeurs. Et donc, bon, on est à la fin de notre présentation, on se demandait qu'est-ce que sont les pistes à suivre dans un pays, par exemple, pour essayer d'améliorer la situation et, comme dit l'OMS, de prévenir, détecter et répondre aux médicaments sous-standards et falsifiés. Bon, il y a le renforcement de la réglementation et le fait qu'un correct soit actuellement occupé à l'évaluation selon les critères de l'OMS, en très bonne démarche. Il y a un projet d'harmonisation de la réglementation au niveau de la communauté de l'Afrique orientale. Là, on a la Tanzanie, par exemple, qui dans ce groupe-là a déjà atteint le niveau 3 de maturité. Donc, peut-être une collaboration à ce niveau-là, ça peut être enrichissant pour la Corée. Et on va avoir bientôt la ratification du traité pour l'Agence africaine des médicaments. L'Agence africaine des médicaments est censée marcher un peu comme l'Agence européenne des médicaments. C'est un grand projet qui va prendre des années, mais que ça va permettre dans le long terme à toutes les agences africaines de réglementation de se mettre à même niveau. Une fois qu'il y a au même niveau, tu peux échanger les données, faire confiance l'un à l'autre, utiliser les ressources d'une façon plus efficace. Et c'est des expériences qui sont des investissements dans le long terme, mais on va vraiment vers un niveau de qualité demain, ni après-demain, mais uniforme et adéquat sur l'ensemble du continent. Formation universitaire, d'ailleurs, il y a l'OMS qui a développé un module pour les médicaments falsifiés de qualité inférieure pour les facultés de pharmacie. Ça a déjà été piloté au Sénégal et au Cameroun. Et maintenant, on est en train de faire partie d'un groupe qui va le mettre à jour pour l'adapter aussi à des autres types de publics. Donc là, ça pourrait être un outil, je n'ai pas mis la référence, mais éventuellement, si vous êtes intéressé, je peux envoyer après la référence au module, parce que c'est quelque chose de très pratique pour l'université. Et dernière diapositive, dans l'université en particulier, dans une faculté comme celle-ci, avec un nouveau doyen, un nouveau prof, c'est vraiment un moment il y a des nouvelles énergies. Il y a plein à faire. C'est au niveau de l'université que vous allez créer une prise de conscience l'importance de vérifier la qualité des médicaments. C'est à partir d'ici que vous allez former les personnels techniques, mais aussi les personnels de santé à tous les niveaux, et que tous ces gens-là peuvent être sensibilisés au problème de la qualité, encore dans les cours, au cours de leur cours universitaire. Ça va être dans leur mentalité. Et avec votre recherche,
recherche qu'il vient de présenter, vous pouvez vraiment informer et guider les décideurs politiques à tous les niveaux. Et encore hier, le docteur Donatien de la Corrèze nous disait, même si on ne vous répond pas quand vous envoyez des publications, on lit vos publications. Et si vous avez remarqué dans votre publication qu'il y a un problème avec celui-là, on va faire une suite avec des inspections, une suite. Donc c'est vraiment quelque chose à renforcer, je pense, cette lien entre l'université et la Corrèze, parce qu'on va s'informer mutuellement. Ici, on a parlé de recherche quantitative, surtout, mais on peut collaborer avec les collègues sociologues, avec les collègues économistes de la santé. Les sociologues vont nous aider à comprendre les causes des triggers des médicaments de mauvaise qualité. Les économistes de la santé vont nous aider à faire un lien entre les prix et la qualité. Il y a des gens qui pensent que les médicaments de bonne qualité coûtent plus cher. Ce n'est pas forcément le cas. On trouve souvent des médicaments de sous-standard assez chers. Donc, il y a des autres mécanismes à investiguer pour contrôler les prix des médicaments, mais ce n'est pas la qualité qui joue un rôle tellement important. Donc, une recherche multidisciplinaire. Cette photo-là, c'est une photo du cours de médic sur la politique pharmaceutique où j'ai connu le professeur Patient. Et c'était un cours sur les politiques pharmaceutiques où on avait des représentants des gens de réglementation, des chercheurs, des sociologues. Donc, on essaie vraiment de mettre un lien des chercheurs et des jeunes émergents qui peuvent développer des activités de recherche multidisciplinaires pour orienter finalement les décideurs et les agents de réglementation. Donc, c'est un peu, je pense que c'est un peu le modèle à suivre. Je pense que j'ai perdu beaucoup, mais bon, je suis d'origine italienne et ça, c'est là, je n'ai jamais à les contrôler complètement. Mais je pense qu'on a probablement encore un peu de temps pour un échange, pour des questions, pour des remarques, pour des partages d'expérience. Donc, on vous remercie pour votre attention. Donc, nous allons essayer d'échanger sur la thématique qui a été choisie. Et peut-être avant de passer la parole à tout le monde, j'aimerais savoir si M. le doyen a un mot par rapport. Ok, le doyen peut faire parler à la fin. Donc, s'il y a des questions ou des commentaires, ou ça dépend, c'est un sujet qui concerne tout le monde. Donc, vous pouvez juste vous manifester et puis on se passe la parole. Merci beaucoup à Raphaëla. Merci aussi pour cette belle présentation et des explications qui sont claires. Moi, c'est pharmacien Jean-Luc Mbala, je suis le pharmacien inspecteur provincial de Kinshasa. Donc, quand j'ai vu ce thème, et directement, je me suis pressé pour venir malgré les multiples occupations, parce que je m'occupe essentiellement des médicaments falsifiés et de qualité inférieure. J'ai quelques contributions, quelques questions. Je commence d'abord par votre introduction où vous avez bien parlé que le secteur pharmaceutique est vraiment négligé dans le cadre de la santé publique. C'est vrai, parce que nous savons très bien que sans médicaments, il n'y a pas de soins de qualité. Mais une fois que nous nous retrouvons dans la pratique, parfois, nous sommes ignorés. Et le médicament est ignoré, qu'il soit bon ou mauvais, il est ignoré. Donc là, c'est un commentaire que j'ai voulu un peu adresser par rapport à votre introduction. Les médicaments falsifiés, notre législateur, c'était en 1933, avait bien prévu et a même mentionné à son article 7 que les médicaments falsifiés, corrompus et altérés sont interdits, la vente plutôt. Mais
quelle a été vraiment la vraie définition? C'est depuis 1933 et nous avons mentionné dans notre législation pharmaceutique. Mais on ne savait pas réellement c'est quoi un médicament falsifié. Parce que c'était avant l'indépendance. Mais aujourd'hui, comme vous venez de le dire, en 2017, avec l'harmonisation de la définition de l'OMS par rapport à une définition kilométrique, mais aujourd'hui on a synthétisé par 2 phases, médicaments falsifiés de qualité inférieure. J'espère que c'est clair. Maintenant, je suis dans le contexte de la RDC. Peut-être c'est une information pour les uns et les autres. Là, nous n'avons pas, à part la simple mention de médicaments falsifiés dans l'ordonnance de 1933, les sanctions qui sont prévues pour la vente des médicaments falsifiés est vraiment négligeable aussi. Pourquoi je l'ai dit? Si vous lisez de notre législation pharmaceutique, on dit que vous vendiez des médicaments falsifiés d'$1 million, de 100 millions de dollars, d'$1 milliard de dollars, et qu'on met la main sur vous. Vous savez le montant que vous allez payer pour moment transactionnel? C'est 200 à 10 000 francs. Donc cela veut dire, si nous mettons la valeur aujourd'hui, même si nous mettons ça à 20 000 dollars d'amende, c'est-à-dire c'est lui qui vend les médicaments falsifiés, accepte d'être arrêté, parce qu'il va payer 20 000 dollars. Et même la peine pour l'emprisonnement, c'est 2 mois à 2 ans. Et la loi dit, pour l'une de ces peines, c'est-à-dire le juge peut dire, ok, vous avez vendu les médicaments d'$1 milliard, au lieu de vous emprisonner et de vous emprisonner pour 2 ans, vous payez 20 000 dollars et on vous libère. C'est ça qu'il veut dire. Donc, parce que j'ai aimé, parce que votre thème, où en sommes-nous avec la lutte contre les médicaments? Cela veut dire que les médicaments existent bien et bien. Mais quels sont les moyens nécessaires pour que nous puissions lutter? C'est que vous avez bien parlé à la fin, je vous ai bien suivi, par rapport au renforcement de la COREP, l'harmonisation, mais vous avez oublié la ratification de la Convention Médicrime. Parce que cette ratification, la Convention Médicrime est la seule qui peut aider le pays à lutter contre la circulation des médicaments falsifiés. Parce qu'elle fait sanctionner et les médicaments falsifiés et aussi les actes qui sont posés par les criminels, en quelque sorte. Et pour ne pas monopoliser la parole, j'aimerais juste, peut-être, je ne sais pas si vous êtes informé d'un cas de décès à Ituri en 2015 par rapport à la prise du diazépam. Je ne sais pas si, parce que vous avez... Moi, j'ai toujours aimé mettre cet exemple pour les cas de la RDC parce que c'est les cas où nous avons eu des informations sûres et qui ont causé des morts. 11 enfants étaient décédés en 2015 parce qu'en lieu et place de diazépam, ils ont pris la l'haloperidol. Ce qui veut dire, je préfère que quand vous initiez, même si ça date de 8 ans, mais pour moi, parce que c'était une motivation pour m'aider à faire la recherche dans la falsification des médicaments. Depuis 2015, quand j'étais le pharmacien chargé de l'assurance qualité dans la province orientale, là où il y a, et c'est ce qui m'a motivé à faire cette étude. Alors, vous avez complètement raison par rapport au prix des médicaments. Vous savez que notre pays, la RDC, c'est parmi les pays avec la donne la plus chère du monde concernant les médicaments. Dans notre pays, les médicaments sont exonérés, mais ici, chez nous, c'est au moins 16%. Donc, vous ne pouvez jamais déclarer les médicaments sans payer les 16%. Mais si vous voyez au Congo-Brazza de côté, c'est au moins 2 à 3%. Et les médicaments coûtent moins cher à Brazzaville qu'ici. Ce qui fait assez qu'il y a beaucoup de commerçants qui traversent de l'autre côté, ils achètent les médicaments, ils les ramènent à la RDC, sans respecter les circuits de distribution. Donc, c'est aussi
l'origine ou la cause de la présence des médicaments falsifiés en RDC. Ici, je voudrais un peu attirer votre attention, Raphaëla, par rapport au contrôle qualité des médicaments à l'entrée. Je donne l'exemple de la RDC. Vous savez que la RDC chez nous, à l'entrée des médicaments, ce n'est pas la Corée qui se charge du contrôle qualité. C'est le ministère du Commerce qui se charge, à travers son entreprise publique qui est l'Office congolais de contrôle, qui fait le prélèvement et les analyses des médicaments. Et la Corée est dans la surveillance du marché, c'est-à-dire les médicaments sont déjà en circulation, et la Corée va faire la surveillance du marché. D'où elle n'a pas vraiment un œil regardant sur toutes les importations, et voire même la production locale. Quand nous parlons à chaque fois que voilà, la libération de l'eau, dans d'autres pays, un produit, certes il est là, il ne peut jamais être en circulation sans qu'il y ait le prélèvement par l'autorité de réglementation, l'analyse et la vente. Mais il y a d'autres qui vous disent, mais comment l'autorité de réglementation va libérer de l'eau? C'est le pharmacien responsable de laboratoire. C'est là que nous voyons maintenant la présence des produits de qualité inférieure. Parce que le laboratoire lui-même fait la libération de l'eau et le produit se retrouve en circulation. Mais qui va détecter ces produits? Ce n'est pas l'autorité de réglementation. Ce sont les prestataires, c'est la population. D'où, une part, vous avez oublié la sensibilisation de cette population par rapport aux médicaments de qualité inférieure. Juste revenir à ce que le professeur a dit, professeur Chiza, qui nous a parlé des stratégies de contrôle. Monsieur le professeur, vous avez parlé de produits enregistrés, produits non enregistrés, et une fois que vous avez détecté qu'un produit n'est pas enregistré, directement vous activez le contrôle qualité. À mon avis, monsieur le professeur, comment un produit qui n'est pas enregistré peut être analysé? Si c'est dans le cadre des recherches, nous pouvons accepter. Parce que la législation pharmaceutique dit aucun médicament ne peut être mis en circulation sans qu'il ait obtenu l'autorisation de mise sur le marché. Mais si au niveau du laboratoire, vous avez trouvé que le produit est non enregistré, ça veut dire qu'il ne peut pas être même analysé parce qu'il est entré par une voie qui est illégale. J'ai dit et je vous remercie. Merci pour la parole. Je suis pharmacien Jean-Willy Ouato, je suis pharmacien inspecteur commissaire de la Choco. Et dans ce cadre, nous sommes en train de faire un DAC, le contrôle qualité des médicaments. C'est pourquoi le sujet était très intéressant pour nous. Alors, ce que je voudrais faire comme un petit commentaire, généralement, le problème de l'utilisation des médicaments contrefaits, c'est lié aussi à la rapidité. Parce que les contrebandes, quand ils introduisent les médicaments, par exemple, au niveau du pays, ils font tout pour effacer les traces. Alors, si vous n'êtes pas rapide, vous risquez de rater votre cible. Ça, c'est dans le cadre de l'inspection. J'ai aimé le fait que, dans le cadre des contrôles au niveau des entrées du pays, parce que notre pays est très poreux, il faudrait aussi former les non-pharmaciens. C'est très important. Parce que même dans le cadre organique de notre gouvernement, nous, du ministère de la Santé, nous sommes des services non apparents. Et les services apparents, ce sont les gens de douane et autres. Donc, les non-pharmaciens qui sont au niveau de ces différents services, s'ils sont formés, peuvent beaucoup nous aider à nous donner des informations fiables. En ce qui concerne les coûts des médicaments tels que vous avez fait des commentaires, je suis tout à fait d'accord. Parce qu'il y a des produits comme les produits de confort. Je prends Sildenafil, qui est utilisé par et les malades et les non-malades. Mais tel que nous avons fait une analyse de contrôle qualité de ces médicaments au niveau des laboratoires à Kisangani, on a trouvé que la majorité de ces médicaments sont des médicaments sous standard. Mais ils coûtent énormément cher.
Donc quand vous allez sur le marché, ce sont des médicaments très chers par rapport même aux produits génériques qui est de la majorité de la population. J'ai écouté ce que vous avez dit par rapport aux produits comme Ocytocine, un produit très vital pour les femmes enceintes, mais c'est quand même très malheureux si la majorité de ces produits au niveau de 15 pays n'ont pas donné de bons résultats. Donc ce sont des médicaments à cibler. C'est comme ça que j'aimerais, peut-être au niveau de la faculté, si on peut mener des études pour identifier les médicaments qui sont des cibles de la contrefaçon. Ça va beaucoup nous aider, aussi nous les inspecteurs, à lutter plus contre les mauvais médicaments à partir de cette liste-là. Surtout les médicaments de confort, comme je viens de citer, sildenafil et autres, qui sont consommés par et les malades et les non-malades. Donc voilà un peu ma contribution. Mais j'ai une petite question. Bien sûr, la COREP est encore trop jeune pour que nous puissions juger la COREP. Mais est-ce que vous avez fait une évaluation de la performance comme vous le classez sur le tableau de 1, 2, 3, 4 par rapport à notre agence, la COREP? Merci. Merci pour la parole. Je me présente, je m'appelle Kalilou Francis Luther. Je suis étudiant en sciences pharmaceutiques. Je suis en P1. Moi, j'aimerais apporter une toute petite contribution. J'ai entendu Madame Raphaëla. Vous avez insisté sur la formation au niveau des universités, ce qui est aussi le cas, je crois, pour le reste, qu'il prévoit faire. Mais moi, je crois que l'être humain, on dit, comme dit Jean-Paul Sartre, qu'on est bon, mais que c'est la société qui finit par corrompre l'être humain. Moi, je crois qu'il faut partir aussi des écoles primaires. Je prends, je dis, un enfant qui voit un médicament, tel que des exemples que vous avez montrés, soit un cas d'une manifestation indésirable d'un médicament qu'il voit dans un livre qu'il utilise presque tous les jours, ou encore on lui dit si tu vois un comprimé qui a changé de couleur, et tout au long de ces enseignements qu'il va recevoir, il sera un être fait de tout ce qu'il lit, de tout ce qu'il voit, et c'est ce qui fera que demain qu'il puisse faire le plaidoyer au nom ou en défaveur des médicaments contrefaits. Parce que rattraper un être humain qui a déjà cumulé des erreurs de 10 ans d'années, c'est un travail de fond qu'il faut faire. C'est pas tellement évident, mais quand on le prend à la source, c'est-à-dire pendant qu'il va sur le banc de l'école primaire, on lui enseigne quel est le mal qu'il y a dans les médicaments contrefaits. Et je crois que toute sa vie, il en fait une leçon, toute sa vie, il en fait une vie. Moi, je crois que c'est dans ce sens-là que je voulais apporter ma contribution, c'est-à-dire enseigner l'enfant dès les premiers jours sur le banc de l'école, et pourquoi pas à la maternelle, et pourquoi pas... Moi, c'est le pharmacien Jean-Sébastien Ingrid. Je travaille avec Medicef, justement sur les médicaments contrefaits et de qualité inférieure. On a mis les titres ici, où en sommes-nous avec la lutte contre les médicaments contrefaits et de qualité inférieure. Nous devons savoir que dans cette lutte, on ne va pas mettre seulement la COREP qui travaille en collaboration avec le gouvernement, mais il faut mettre aussi la population en jeu. Comment la population peut intervenir? C'est-à-dire qu'il faut sensibiliser la population sur les dangers qu'il y a en prenant des médicaments contrefaits et de qualité inférieure.
N'oubliez pas que le médicament tue au même titre que les arbres. Tous les gens qui meurent ici sur place, tous ne meurent pas nécessairement à cause de leur maladie. Il y en a d'autres qui prennent de mauvais médicaments ou d'autres qui ne savent pas comment utiliser ces médicaments. Ce qu'on a donné ici comme information, c'est très important puisqu'il faut éduquer la population, savoir où ils doivent acheter les médicaments. Ils doivent éviter les médicaments sur la rue. Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxième chose, dans le cadre d'animation, il faut insister beaucoup sur les conséquences qui arrivent quand on prend des médicaments de mauvaise qualité. Puisqu'on ne va pas entrer en détail dans des formations académiques, par exemple, la population ne va pas comprendre ça. Mais il y a des formations qui sont tout à fait courantes, faciles à expliquer. Quand vous expliquez à la population, par exemple, qu'en prenant des médicaments de qualité inférieure et contrefaits, sur le plan individuel, par exemple, il y a beaucoup d'effets indésirables. Il y a, par exemple, la toxicité. Il y a des médicaments qui sont, par exemple, sous-dosés ou surdosés. Vous pouvez trouver dans un médicament, il y a de l'arsenic dedans, par exemple, ou du plomb. Ça va carrément tuer quelqu'un, ça. Bon, et puis, après ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a bien sûr échec thérapeutique, il y a la mort. Ça, c'est certain. Et puis, autre conséquence, il y a les conséquences collectives. Conséquences collectives, comment ça va s'expliquer? C'est-à-dire, quand vous utilisez des médicaments, par exemple, de mauvaise qualité, il y aura risque d'augmentation, par exemple, des résistances aux antibiotiques. Vous connaissez très bien les antibiotiques, quand c'est mal utilisé, quand il y a les résistances, ça devient très embêtant. Nous avons connu que dans certains pays, on donnait des antibiotiques aux gens après post-opératoire. On a constaté que les antibiotiques qu'on donnait étaient sous-dosés et à ce moment-là, ça n'avait aucun effet. Alors, il y a eu certainement beaucoup de morts. Alors, il y a aussi le risque dans la transmission, par exemple, de maladies infectieuses. Vous voyez? Alors, ça concerne surtout la santé publique. Il y a aussi une question de prophylaxie qui sera inexistante. Sur le plan social, par exemple, il y a par exemple un effet psychologique. Perte de confiance dans les médicaments. Il y a des gens qui vont vous dire que voilà, par exemple, moi je n'ai pas confiance de prendre les médicaments classiques. Ils vont chercher les médicaments traditionnels. Tout ça pourquoi? Puisqu'ils ont pris de mauvais médicaments et ils ont eu de mauvais résultats. Bon, il peut y avoir aussi perte de connaissances dans ce qui concerne par exemple les autorités de la santé. Sur le plan économique par exemple, une famille qui achète des médicaments sur la rue, puisque ça coûte moins cher, ils constatent qu'ils ne sont pas guéris. Ils seront obligés d'acheter encore. À ce moment-là, ils n'auront pas économisé. Ils vont constater que, bien sûr, ils vont dépenser encore plus que s'ils achetaient directement dans une pharmacie qui vend des médicaments de bonne qualité, par exemple. Ça, ce sont des choses qu'on peut faire comprendre à la population très facilement. Sur le plan, par exemple, industriel, si on constate, par exemple, que tel laboratoire, telle usine, des médicaments qu'il fait sont de mauvaise qualité, eh bien, ils vont perdre la clientèle. L'usine va aller en Chine. Vous voyez? Et ça peut arriver aussi, même au point de vue pays. Donc, je pense que sensibiliser aussi la population, c'est très important, de sorte que cette lutte ne doit pas rester seulement au niveau de la CONED et du gouvernement, mais il faut que la population aussi soit embarquée dans cette lutte, et de cette façon, on pourrait quand même avoir de la synergie et les résultats peuvent être aussi palpables. Je vous remercie. L'ambassade de Belgique, je suis en charge du secteur de la santé. Et dans ces cadres-là, je voulais passer un mot en tant que Belgique pour dire que d'abord, on encourage un peu la coopération universitaire entre les universités, disons, congolaises et les institutions belges pour tout ce qui est travail qui est fait. Je fais allusion au programme de l'IMT, le programme d'ARES. Et ce qui est intéressant, il y a un volet important là-dedans, c'est dans ces programmes-là, on voit un volet recherche, mais aussi un volet important sur
la situation sociale que ce projet peut amener. Et nous encourageons cela, mais mon message était simple, c'est de dire il est important que, vu la situation du pays, vu le besoin du pays, que cette coopération universitaire soit ancrée dans le système congolais avec tout ce qui s'est fait avec la collaboration avec Acorel pour qu'on puisse vraiment faire de manière intensifiée les enquêtes et les évaluations. Ça, c'est la première chose. Et j'insiste ici sur la formation parce que personnellement, j'ai vécu une situation à l'hôpital Saint-Joseph. J'avais un cas sérieux et on a prescrit un antibiotique. On a acheté, le médecin qui m'a dit, mais celui-là, ça ne marche pas. Amenez l'autre spécialité. Pour vous dire simplement que, voilà, ils sont conscients que de ces deux produits, il y a un qui ne marche pas. Est-ce que c'est sous-dosé ou c'est vraiment un produit qui est, disons, qui est bon, ou comme vous avez dit là. Et ça veut dire quoi? Ces messieurs, ça veut dire quoi? L'ordre des pharmaciens. Le pharmacien, il doit faire un effort pour la sensibilisation pendant les cours et après la formation continue doit être là pour permettre aux étudiants, permettre aux praticiens de dénoncer, d'avoir ce courage-là. Malgré qu'on a une situation, moi c'est l'expérience que j'ai une pharmacologie ou pharmacopée différente quand vous êtes en ville ou quand vous êtes à la cité. Le produit que vous prescrivez en ville, vous ne le trouvez pas à la cité parce que c'est cher, parce que c'est importé. Et on a eu l'impression que notre marché est orienté vers un certain lot de produits en fonction de la catégorie des gens. Par rapport à ce que vous avez dit ici, vu la situation du coût des produits. Et pour terminer, le problème est complexe, est très complexe. Il y a à chaque niveau des choses à faire. Puisque si vous prenez tout ce qui est circuit d'approvisionnement, si vous prenez les circuits de distribution, ben écoutez, vous avez les couples de producteurs et les couples de distributeurs. Si vous rentrez dans ces circuits-là, il y a déjà un travail à faire à ce niveau-là. Et ça, ce n'est pas nous, c'est peut-être à Corel, les inspections qui peuvent résoudre déjà ces problèmes avant d'arriver même à commencer à analyser les produits qui sont déjà sur le marché. Si on fait un effort de maîtriser cet aspect-là, et ça c'est un message politique important auprès de nos institutions, on essaie de le faire passer dans les groupes de bailleurs, on essaie de faire passer ça dans les échanges qu'on a, mais il faut voir tout ce qui est circuit d'approvisionnement, les privés, vous avez la FENICAM, vous avez les PNAM, vous avez un circuit de médicaments privés pour le confessionnel, vous avez les circuits pour les privés, et vous avez tous les 516 zones de santé. Ça aussi, c'est un autre problème. Et il nous a parlé de l'aide humanitaire. Tout ça, c'est vraiment quand même une cartographie importante. Mais quand vous êtes en face de la situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que c'est aussi un autre problème. Voilà tout ce que je voulais dire pour attirer l'attention sur ce problème qui est vraiment complexe à notre avis. Voilà, merci. C'est de nouveau des très intéressants points. Malheureusement, je ne peux pas répondre sur tout, mais bon, la prochaine fois, on va faire une vraie conférence, une journée. Parce que je pense que j'avais deux commentaires sur les critères de la classification des agences de réglementation. Il y a un requête de l'OMS qui a été établi pour 9 fonctions, donc inspection, mise sur le marché, vigilance, plusieurs fonctions, et la dernière c'est la libération de l'eau des vaccins, seulement pour ceux qui ont une production nationale de vaccins. Donc là c'est fait dans une première phase sur une auto-évaluation, ce que la COEP est en train de faire, et une fois que l'auto-évaluation a fait, normalement, les pays, mais ce n'est pas obligatoire, c'est une démarche volontaire, ils demandent une inspection externe de l'OMS avec laquelle on se met d'accord sur une feuille de route pour l'amélioration des critères à améliorer. Et il faut se dire que c'est quelque chose de très intéressant d'un point de vue, en première lieu,
protéger la santé publique, parce qu'il y a une autorité qui arrive au niveau de maturité 3 est beaucoup plus capable de prévenir les cas, comme par exemple à Ituri. Mais c'est aussi intéressant pour l'industrie nationale, parce que du moment où tu as le niveau 3, alors les autres pays peuvent commencer à te considérer comme un fournisseur potentiel, parce qu'il y a cette sécurité, disons. Donc, et c'est un peu l'expérience, je pense aussi, de l'Agence européenne des médicaments, que ça a amélioré les standards, aussi par exemple chez les nouveaux arrivés de l'Europe de l'Est qui n'étaient pas au niveau, mais c'est aussi revitalisant pour l'industrie, parce que l'industrie à ce moment-là, elle a plus d'opportunités de marché aussi en dehors du pays. Donc ça marche comme ça. Je voulais juste dire une chose, ce que vous avez dit, très intéressant, si une collaboration avec l'université pourrait être quelque chose qui vous aide à dresser une liste des produits plus à risque. Et c'est vraiment intéressant parce que d'un côté, on a vu dans la présentation des patients, du coup, la chloroquine était à risque d'être falsifiée pendant l'épidémie de Covid, dans cette là où ils pensaient qu'elle pouvait être utile pour les Covid. Alors les falsificateurs disent « Ah, j'ai une opportunité de marché là ». Les falsificateurs sont surtout guidés par des opportunités de marché. Pour les sous-standards, peut-être vous pouvez plutôt regarder les risques liés au matériel, parce que par exemple aux ingrédients, parce que par exemple les sirops contre la toux en soi-même, c'est pas un risque, mais il y a un risque spécifique parce qu'on sait qu'il n'y a pas assez de contrôle sur ce type de pureté. Donc, mais c'est pour vos patients. Ok, donc nous passons à deux. Il faut dire que je ne sais pas que je vais maintenant faire la publicité de la Belgique, mais la Belgique, c'est le seul pays européen qui a passé une législation pour dire que si on fabrique quelque chose en Belgique qui n'est pas enregistré en Belgique, ça doit être approuvé par l'Organisation mondiale de la santé de préqualification. Donc justement pour répondre à l'objection de Inge, c'est le seul pays qui, suite à des problèmes qui se sont passés, c'est toujours en réaction, mais il a passé cette législation. Aujourd'hui, aucun producteur ou distributeur belge peut exporter quelque chose qui ne soit pas soit enregistré quelque part en Europe, soit approuvé par l'Organisation mondiale de la santé préqualifiée, juste pour éviter ça. Je voulais aussi, parce que je pense que patient me regarde un peu menaçant parce qu'on a dépassé le temps, le professeur Dona, il remarque un problème qui est vrai partout, pas seulement en RDC. Il y a dans l'exercice de la pharmacie toujours un conflit entre l'intérêt commercial et les rôles de santé publique. Un petit anecdote personnelle, moi je suis pharmacienne, mais mon frère aussi est pharmacien, il est propriétaire d'officine en Italie. Et une fois, mon père, dans une soirée, dit « Ah, il serait tellement beau que frères et sœurs travaillent ensemble dans l'officine privée. » Et mon frère dit « S'il te plaît, non, celle-là, chaque fois qu'avec son idée de médicaments essentiels, il y a un patient qui arrive, et je voudrais lui vendre quelque chose, elle va dire « Non, non, vous avez besoin de rien, c'est un médicament pas essentiel. » Donc, c'est un petit anecdote personnelle stupide, mais c'est vrai que c'est quelque chose, je pense que les associations professionnelles, aussi en Europe, n'ont jamais encore vraiment regardé dans ces problèmes-là et de dire comment on va gérer ce conflit qui est inhérent au fait que je suis en même temps quelqu'un avec une veste blanche aperçue avec un rôle de santé publique, mais je suis aussi le gérant d'un business commercial. Donc, je n'ai pas une réponse, mais je pense que c'est quelque chose dans lequel il faudra regarder avec attention. Et dans plusieurs pays, cette situation de conflit d'intérêts n'est pas vraiment gérée. Donc, et il n'y a pas beaucoup de gens qui font les remarques, c'est un peu inconfortable d'en parler, mais c'est un vrai point d'attention. Je pense que je redonne le microphone et donne le pouvoir. Un peu à ces messages au début, il faut, quand on a quelque chose qui ne marche pas, qui est toxique, on a besoin de cette collaboration universitaire, réglementation, pour comprendre c'est quoi. Parfois ils me disent, pourquoi tu veux à tout prix savoir si c'était un sous-standard ou si c'était une falsification, finalement c'est dangereux. Oui, mais vraiment savoir
C'est quoi? Ça me permet de dire, là, j'ai besoin de collaborer avec la police, avec l'Interpol, la douane. Là, j'ai besoin peut-être d'envoyer une inspection de réglementation à la boîte et fermer cette boîte jusqu'à quand ils n'ont pas mis en place un système. Donc, c'est vraiment, dans votre cas, c'était clair, mais souvent, on se trouve devant des situations qui sont un peu... c'est difficile. C'est parfois difficile avec la difficulté de tracer l'origine des médicaments sur le marché international. Ça devient toujours plus difficile de comprendre ce qu'il y a. Et là, on revient, mais on ne peut pas s'y caler maintenant, mais la surveillance sur le supply chain. Parce qu'il y a vraiment trop de choses qui glissent sur ce qui se passe aux étapes intermédiaires. Plein de travail. Je m'arrête ici. Oui, merci pour la parole. Je vais être très bref parce que le programme est très chargé. Déjà, beaucoup de professeurs ne sont pas avec nous parce que nous avons un collègue qui a perdu son père. Et donc, la levée du corps, c'était aujourd'hui. Donc, nous nous sommes coupés en deux. Une partie est allée là-bas et une partie, comprenant les doyens, nous sommes venus ici compte tenu de l'importance de la matière. Parce que le professeur Tona l'a dit, je rappelle à ceux qui ne le savent pas que c'est lui le professeur Tona, parce que plusieurs des étudiants ont entendu parler, mais ils ne l'ont jamais vu. Il est directeur du Centre national de pharmacovigilance, qui dépend du ministère de la Santé publique, et il est directeur de l'unité de pharmacologie clinique et pharmacovigilance, qui travaille beaucoup sur l'usage rationnel. Donc, je répète donc ce qu'il a dit, c'est que le marché des médicaments contrefaits falsifiés est un marché très important et très lucratif. Ça se chiffre en milliards. Et donc, dans ces conditions, on raconte même que beaucoup de gens qui faisaient la drogue à l'époque, ils ont abandonné. Maintenant, ils font les médicaments falsifiés. Parce que ça rapporte beaucoup d'argent. Et ce qui fait que ceux qui font cela pour gagner l'argent ne vont pas avoir pitié. Donc, il faut faire très attention. Dans les pays où le système d'assurance qualité est très faible, c'est le cas pour nous, malheureusement. On est en train de faire des efforts. C'est là où vous allez trouver le maximum de ces médicaments. Les Américains, dans une étude qui date quand même de quelques années, parlaient de 30 à 40% de médicaments qui circulent en et qui étaient de mauvaise qualité. Donc, des initiatives comme celle de notre jeune collègue Chisa, vous voyez, il est très jeune et il a beaucoup d'initiatives. C'est grâce à lui que nous avons ici la présence de Rafaela, qui est un expert en la matière. Je les connais des noms. Je peux même dire que j'ai cité plusieurs de vos articles dans mes publications, donc c'est quand même un plaisir de vous voir. Et donc, ce sont des initiatives en ce qui concerne les centres d'excellence qui sont des initiatives louables et qui contribuent tant soit peu à réduire le pourcentage de médicaments de mauvaise qualité qui circulent. Ce que je vais dire, c'est d'insister pour que nous puissions collaborer avec les autorités de réglementation. C'est pourquoi, vraiment, c'est une grande joie de voir au milieu de nous les pharmaciens inspecteurs de Tchopo et de Kinshasa. Je les connais. La dernière fois que j'ai vu les pharmaciens, c'était en Bandaka. Maintenant, il a fait du chemin. Donc, on devra collaborer. Je dis d'ailleurs pour la profession pharmaceutique en général, que lorsqu'on parle de médicaments, quelle que soit la connotation qu'on en donne, le professeur Tona va vous dire que quand il va dans les hôpitaux installer les centres nationaux de pharmacovigilance, dès qu'on entend pharmaco, tout de suite on se tourne vers les pharmaciens, même si les matières traitées ne concernent pas que les pharmaciens. Ça veut dire que nous sommes au premier plan de répondre sur tout ce qui est des médicaments contrefaits. Et ça, c'est très important. C'est pour cela que j'attire l'attention des étudiants. Quand je suis arrivé ici, la salle était à moitié vide. À la fin, elle est pleine, ce qui est une bonne chose, parce que vous voyez, c'est à quoi vous êtes préparés, n'est-ce pas? C'est toujours difficile, les cours sont difficiles, les professeurs m'essayent donnent des questions difficiles, les examens c'est difficile. Donc vous êtes concentrés sur cela, mais ça, c'est ce à quoi vous êtes préparés. Donc vous devez vous attendre à cela. C'est pourquoi nous allons dans l'avenir avoir de plus en plus de conférences scientifiques, donc sensibilisez-vous entre vous, auxquelles vont participer des experts, pour que vous puissiez être conscients de votre rôle
non seulement en tant que chercheur, mais en tant que spécialiste des médicaments. Et nous ferons aussi un effort pour que des éminentes personnalités comme celles que nous avons ici se présentent dans ce genre de conférences pour partager leur expérience. Sont plus facilement activés sur des choses qu'ils connaissent déjà. Quand on a commencé à parler à l'Institut de médecine tropicale et dans les écoles de santé publique du problème de qualité des médicaments, il y avait des professeurs, beaucoup plus importants et vieux que nous maintenant, il y avait des professeurs qui me disaient « c'est quoi ça? J'ai jamais entendu parler de ça ». Donc le fait qu'il n'avait jamais entendu parler de ça, ça voulait dire qu'il doutait de l'existence de ces problèmes. Donc le fait de réfléchir, d'informer les gens, pas seulement les spécialistes, mais les étudiants, les familles, les adolescents aux problèmes, ça crée une mentalité où après, aux différents niveaux, il y aura une réaction. Alors, au niveau de la famille, on essaiera d'éviter les sources douteuses. Au niveau de l'école de santé publique, on fera un cours sur la qualité des médicaments. Mais le point sur lequel vous avez raison est que les gens ont besoin de savoir que quelque chose appartient à leur horizon de connaissances pour être persuadés qu'il faut se protéger ou agir. Moi, je vais quand même un peu plus loin que tout simplement sur la qualité. Je pense que votre discours touche aux droits de l'homme. Un des droits de l'homme qui sont reconnus dans la Déclaration des droits de l'homme de 1948, c'est le droit à la santé. Et votre discours, vous ne l'avez pas mentionné, mais c'était très lié aux droits de l'homme. Donc il y a le droit à la santé. Si chacun a le droit à la santé, chacun a le droit aux soins de santé de qualité, incluant l'accès à des médicaments de qualité et abordables. Donc je pense que c'est sur lequel tout le monde doit être sensibilisé d'un jeune âge, c'est ce droit à la santé et ce droit à des médicaments de qualité et abordables. Donc ça ne sera pas seulement se protéger des problèmes de qualité, mais être capable en tant qu'électeur, par exemple, d'exiger qu'il y ait une législation qui assure la qualité, qui, comme les collègues inspecteurs disaient, il y a des principes et après la législation doit donner des façons concrètes pour protéger la population. Par exemple, le problème des sanctions insuffisantes, par exemple, le problème de former les inspecteurs, soit qu'ils soient pharmaciens ou pas. Donc, c'est un peu, à partir de cette connaissance, créer une conscience au niveau de la population qui va vers des actions pour réaliser ces droits à la santé, ces droits à des médicaments de qualité abordable. Donc voilà, je pense que nous amener à faire les liens entre les niveaux techniques, les niveaux académiques et aussi un niveau plus élevé des valeurs Madame Inge, je vous ai dit lever la main, je ne sais pas s'il y a une question ou un commentaire. Et puis on finit avec le conseil. Oui, tout d'abord, un tout petit commentaire. Je trouve que c'est un peu bizarre qu'une femme et un homme qui se disputent, par exemple, et l'homme par la femme, ou le contraire, et il y a meurtre, la personne peut rester 10 ans, 20 ans emprisonnée, et quand quelqu'un tue plusieurs enfants à cause de vendre quelque chose de commercial, en fait, je trouve que ça ne devrait pas être une loi séparée. Il y a meurtre, il faut que ça passe dans une loi de meurtre, je ne sais pas exactement comment dire. Ça, c'est mon avis. Et deuxième chose, je sais que j'ai déjà commenté ça beaucoup aussi avec Raphaëla, mais moi je me pose la question, comment est-ce que dans le monde humanitaire, dans un pays comme le Congo, mais d'autres pays, on garantit les entrées de dons et les entrées en général dans l'humanitaire? Parce que par exemple, un don, la COREP, je suppose que ça implique des frais. C'est pas forcément celui qui fait le don qui veut aller payer, c'est pas forcément l'hôpital qui reçoit le don qui peut aller payer. Est-ce qu'il y a dans votre système quelque chose de prévu pour les dons? Merci.
Merci beaucoup. Je m'excuse d'être arrivé en retard, j'avais un conflit d'horaire. J'étais en train de descendre ma vie, heureusement que l'autre réunion était aussi en ligne, je suis connecté. Donc le sujet est très important parce que nous-mêmes, en tant que Centre national de franco-chant, on est là, nous sommes partie prenante. Le MES a mis en place une souris qui s'appelle Rapide Alerte. Donc quand il y a des médicaments contrefait qui circulent en Afrique généralement, l'autorité de réglementation et les centres nationaux de franco-chant nous sont mis directement au courant. Mais il y a une chose que nous devons remarquer, on condamne toujours l'autorité de réglementation dans ce pays. Mais ces gens, ils viennent de très loin. Ils ont fait beaucoup d'efforts pour arriver là où ils sont. Après, sont interliés. Donc, vous avez bien raison de rappeler le Vélicrime et les Calitories. Juste des choses, parce que je vais juste commenter sur des choses, on pourrait après rester ici toute la journée, bien évidemment. Sur les derniers points, je ne sais pas votre point, mais moi je suis d'accord d'analyser les produits non enregistrés pour une raison très pragmatique, qu'il y a plein de gens qui pensent, même certains investisseurs, ah oui, c'est pas enregistré, mais ça ne veut pas dire que c'est de bonnes. Ça peut être pas enregistré, mais de très bonne qualité. Et tu sais de m'expliquer quelque chose qui a échappé au système de réglementation, c'est toujours dangereux. Donc d'avoir des analyses, au Soudan, ils avaient fait ça, ils avaient trouvé que les non enregistrés, ils étaient presque souvent de qualité inférieure, et cela, ça a aidé à rendre plus stricte la législation contre les importations illégales. Donc parfois tu le fais pas pour décider, parce que si c'est enregistré, tu ne peux pas l'utiliser du tout, mais pour convaincre les décideurs, c'est pas vrai que les non enregistrés peuvent être de bonne qualité. C'est un peu de ce point de vue-là. L'autre point que je voulais, sur lequel je voulais commenter, vous avez raison, les sanctions. La majorité des pays, il y a eu même des gens qui ont fait des doctorats sur ça, la majorité des pays ont des sanctions qui ne sont pas du tout suffisantes pour la commercialisation ou la production des médicaments falsifiés en particulier. Ou on arrive à prendre le petit poisson, non? On arrive à mettre en prison la maman qui vendait ça sur le marché illégal sans même savoir qu'est-ce que c'était, mais on n'arrive pas à ce qui est vraiment derrière. Et celui-là qui est vraiment derrière, quand vous dites, je paye cette amende-là et je suis toujours... Donc, ça serait vraiment très important d'avoir une législation, et là c'est de mettre en lien l'agence de réglementation, l'université juste, pour avoir une législation qui prenne en compte l'intention frauduleuse et les effets réels ou potentiels sur la santé des gens. J'étais une fois dans une conférence où quelqu'un a dit « Oui, tu ne peux pas attaquer trop les gens qui ont fait des médicaments de sous-standard, finalement c'est juste une erreur. » Attends, si un avion tombe, ils ne voulaient pas le faire tomber, ça a été une erreur. Mais quand même, les gens vont en prison, il y a des conséquences. Pourquoi ça ne serait pas la même chose sur les médicaments? Donc là, c'est une recommandation qu'on va rajouter dans notre diapositive, de dire un renforcement des aspects légaux de répression, parce que ça ne sert à rien d'avoir des inspecteurs qui détectent des cas des médicaments qui sont d'un extrême danger pour la communauté, si après ça passe trop facilement devant les juges. Donc je pense qu'il y avait quelqu'un ici, et puis il y avait Inge, et je n'ai pas regardé. Ok, peut-être je vais répondre aussi pour compléter Raphaël. Pour ce qui concerne donc la législation pharmaceutique, oui, nous avons, peut-être on n'a pas dit dans nos diapositives, mais nous avons remarqué qu'il y a une faiblesse de notre législation. En plus de la faiblesse, il y a aussi la non-applicabilité. Parce qu'il y a de bonnes choses là-dedans aussi, mais qu'on n'applique jamais. Et dans le cadre d'un projet de création d'un centre d'excellence en assurance et contrôle qualité des médicaments, nous avons prévu, et il y a un doctorant qui est à Liège et qui travaille sur la législation pharmaceutique. Et il fait les droits comparés entre les droits belges, les droits français et
le droit congolais et il pourra nous proposer une nouvelle législation. Ça va dépendre maintenant de l'opportunité aussi à l'acquérir. Et il part du principe que non, tout le monde a droit à la santé. Et si tout le monde a droit à la santé, ça veut dire lorsqu'il y a présence de médicaments de qualité inférieure ou falsifiés, parce que souvent le malade est victime de ça. Ce n'est pas comme lorsque vous partez acheter un produit, par exemple une chaussure, et vous voyez que non, c'est écrit par exemple Adidas, mais en réalité vous êtes conscient que ce que vous achetez là, ce n'est pas Adidas. Ça veut dire que vous achetez peut-être par rapport à vos moyens. Mais pour les cas de médicaments, le malade ou le patient, lui, il est victime. On ne lui dit pas que c'est une mauvaise qualité et qu'il puisse faire des choix. Mais on va lui présenter les produits comme étant celui de bonne qualité. Donc voilà, donc il y a un travail sur ce point-là qui s'est fait. Mais pour compléter aussi ce que Raphaël a dit, même si le produit n'est pas enregistré, le fait qu'on les retrouve sur le marché, ça pose déjà un problème. Et lorsque ça pose un problème, il y a aussi pour raison des évidences judiciaires, on est obligé d'analyser ces produits, comprendre quelle est la composition, parce qu'il y a déjà peut-être de patients qui l'ont déjà consommé. Et quels sont les risques? C'est là où on a parlé des niveaux des risques que pourraient avoir ces différents produits. Donc voilà pourquoi est-ce que, quel que soit qu'il est non